Vladimir Zelensky a récemment donné une interview à Lex Fridman. Voici ce qu'il a dit sur la corruption en Ukraine. Et je me soucie beaucoup de l'avenir de l'Ukraine, de la corruption. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Vous avez remporté la présidence en 2019 en grande partie grâce à votre message de lutte contre la corruption. Accusations selon lesquelles, pendant la guerre, j'ai mentionné 90 milliards de dollars aux États-Unis. La guerre engendre la corruption. Pouvez-vous en parler? Comment avez-vous combattu la corruption? Et pouvez-vous répondre aux accusations selon lesquelles il y a eu de la corruption en Ukraine? Vous savez, c'est très simple. Tout d'abord, nous avons vraiment un système anticorruption très sophistiqué. Sophistiqué non pas dans le sens où il est difficile à comprendre, mais parce qu'il est constitué de nombreux éléments. C'est le plus sophistiqué de toute l'Europe. Donc Scott, Vladimir Zelensky a dit « Je n'ai pas continué car il ne l'explique pas en quoi c'est le plus sophistiqué d'Europe, évidemment. » Je voulais donc vous demander, que pensez-vous de cela à la lumière de la situation actuelle en Ukraine et de la direction que tout cela prend? Eh bien, le système anticorruption le plus sophistiqué du monde, je pense, c'est la présidence qui prend une part sur tout, et ensuite, ça descend dans la hiérarchie. C'est sophistiqué. Des dizaines de milliards de dollars ont été détournés des fonds envoyés là-bas et ont servi à enrichir des individus. Je veux dire, vous savez, toute l'élite ukrainienne qui n'est plus au pouvoir a quitté le pays et s'en sort très bien. Le système anticorruption le plus sophistiqué du monde. L'Ukraine est l'endroit le plus sophistiqué, le plus corrompu du monde. La corruption est endémique, partout. Et Zelensky est l'un des plus corrompus. Seymour Hersh, pour qui j'ai énormément de respect, a écrit un article il y a un moment, mais il a dit que la corruption était devenue si grave. La corruption de Zelensky était devenue si grave que les États-Unis ont dû envoyer un général là-bas. C'était peut-être même Lloyd Austin, pour s'asseoir et lui dire « Hey, hey, tu ne peux pas tout prendre. Tu dois te limiter à ce montant. Tu ne peux pas prendre plus que ça. » Je veux dire, ils l'ont littéralement confronté directement à la corruption et à la manière dont elle était gérée. Donc nous savons qu'il est corrompu, mais nous continuons à l'alimenter. On vient d'envoyer quoi? 500 millions de dollars de plus aujourd'hui, dans un paquet de plusieurs milliards que nous essayons encore de faire passer avant que Trump n'arrive au pouvoir. Une grande partie de cet argent finit dans des poches ukrainiennes. Zelensky l'a mentionné dans sa réponse suivante. Il a dit « Vous savez, nous ne touchons pas à une grande partie de l'argent. Il est en fait réinvesti dans votre industrie de défense pour produire les armes dont nous avons besoin. » Et il a raison. Mais il met une grande partie dans sa poche. Une grande partie, c'est de l'argent liquide. Et dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est pas juste l'argent. Il y a aussi des choses qui peuvent disparaître ou tomber d'un camion, comme des missiles Javelin, des missiles Stinger, etc., qui ont atterri sur le marché noir pour être vendus, ainsi que des armes légères, des mortiers, des munitions. C'est ce qui se passe, en plus de tout le système corrompu. Je veux dire, vous savez, le transport de matériel à travers l'Ukraine passe d'un chef mafieux à un autre. Les chauffeurs de camions doivent être soudoyés. Et tout cela augmente le coût des transactions avec l'Ukraine à des niveaux intenables. C'est pourquoi nous pouvons injecter des centaines de milliards de dollars d'équipements militaires et ne voir que l'équivalent de, peut-être, 50 milliards de dollars d'aide effective, car le reste est siphonné. C'est pas comme ça qu'on mène une guerre. La preuve, c'est ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. Et ils ne gagnent pas la guerre. Quelle est réellement la situation sur le terrain maintenant? Parce qu'il me semble que le comportement de Zelensky et honnêtement celui des États-Unis ces dernières années dans ce conflit
ressemble davantage à une gestion de crise, une tentative de sauver la face, plutôt qu'à une véritable solution pour contrer l'avancée russe. Alors, quelle est la réalité sur le terrain et quelle a été l'efficacité de cette approche? L'Ukraine a-t-elle réellement sauvé la face? La perception crée sa propre réalité. Donc je suppose que cela dépend d'où l'on se place quand on pose la question. Vous voyez les Ukrainiens, vous voyez Tony Blinken, vous voyez Lloyd Austin qui dit aujourd'hui « La Russie a perdu les 2/3 de sa puissance militaire. 700 000 victimes. » Vous savez, oui, tout ça. L'implication, c'est que ce petit pays, l'Ukraine a mis une droite à la Russie. Ça en dit long. C'est intéressant qu'il ne parle pas de... Je crois que c'est le commandant des forces américaines en Europe. Je veux dire Christopher, je ne me souviens plus de son nom, désolé. Mais il a récemment déclaré que lorsque cette guerre prendra fin, la Russie sera plus forte qu'elle ne l'était avant de la commencer. Alors pourquoi est-ce que le commandant des forces américaines en Europe, un militaire de terrain, dit que non? En fait, la Russie en sortira renforcée. Comment cela s'accorde-t-il avec les déclarations de Lloyd Austin sur une Russie affaiblie? Ça ne colle pas. Donc ça vous dit que, encore une fois, la perception crée sa propre réalité. À moins que la réalité qu'elle tente de créer soit tellement fantaisiste qu'elle en devienne une illusion. Et c'est ce qui se passe ici. On entretient cette illusion que l'Ukraine est en mesure d'éviter le désastre, de renverser la situation et d'arrêter l'avancée russe. Mais l'Ukraine s'enfonce dans un voyage illusoire sans retour. L'armée russe progresse constamment depuis des mois. Leur rythme d'avancée est passé de 100 mètres par jour à 1 kilomètre, puis 2 kilomètres, maintenant 5, 12 kilomètres par jour. L'armée ukrainienne recule quotidiennement et n'a pas les effectifs nécessaires pour empêcher cela. Voilà l'état des lieux sur le terrain. À moins d'un changement radical, un afflux soudain de soldats ukrainiens entraînés et équipés avec du matériel moderne. Ce qui n'est pas probable. Les Ukrainiens parlent de devoir enrôler des jeunes de 18 ans, mais ils n'ont pas le temps de les former correctement. Ils iront donc au combat mal préparés. Rien ne va changer cette dynamique. We're looking at the inevitability of not just the military collapse of Ukraine, but also the political and economic collapse of Ukraine. Et nous avançons vers une victoire russe. On ne sait pas quand exactement, mais l'issue est déjà écrite. C'était censé être dans le langage de la guerre froide. La nouvelle guerre froide, le conflit qui met fin à tous les conflits. Non? Si vous décapitez la Russie via la guerre en Ukraine, alors devinez quoi? Tout s'effondre en domino. Pourtant, il me semble qu'avec la victoire de la Russie, les répercussions vont être énormes et mondiales. Ce ne sera pas juste une affaire entre les États-Unis, les pays de l'OTAN, la Russie et l'Ukraine. L'impact sera global. Quel genre d'impact vois-tu avec la victoire de la Russie dans le monde entier, sachant que toi et moi suivons l'Empire depuis longtemps? Les États-Unis et leur establishment de politique étrangère adorent simplement passer à autre chose. Trouver un autre moyen d'atteindre les mêmes objectifs ou des objectifs similaires. Mais l'Ukraine, c'est différent, car c'est un conflit direct avec la Russie. Et si tu ne peux pas faire ça, comment atteindre l'objectif de vaincre la Russie, de vaincre la Chine? Ça ne semble tout simplement pas possible. Qu'en penses-tu? Si les démocrates étaient restés au pouvoir aux États-Unis, si Kamala Harris avait gagné l'élection, les États-Unis seraient en phase avec l'Union européenne
et l'OTAN dans l'élaboration de politiques pour soutenir le combat en Ukraine. Mais nous avons un nouveau président qui va prêter serment le 20 janvier. Et il semble vouloir non seulement mettre fin à ce conflit, mais aussi s'éloigner de l'OTAN. Ce véhicule qui entraîne l'Amérique dans des guerres étrangères. Il ne veut pas de ça. Trump l'a dit à plusieurs reprises, notamment en septembre dernier. Notre implication dans l'OTAN fait partie intégrante de cette politique, ce qui nous oblige à jouer les gendarmes du monde, à nous engager dans des guerres impopulaires et impossibles à gagner. Il a même déclaré que la plus grande menace pour l'Amérique, c'est l'Amérique elle-même. C'est Donald Trump qui parle. Donc, je ne pense pas que Trump veuille continuer dans ses pièges politiques. Je pense qu'il veut se dégager de l'Ukraine et avec ça, réduire voire éliminer l'implication de l'Amérique dans l'OTAN. Passons maintenant à l'OTAN et à l'Union européenne. S'ils avaient simplement dit « OK, nous avons perdu en Ukraine, tirons-en les leçons et avançons », ils auraient pu survivre. Mais comme ils ont défini leur existence moderne par leur opposition totale à la Russie, ils ont tout misé en sanctionnant l'énergie russe et en payant un prix énorme. Ils sont engagés dans la défaite stratégique de la Russie d'une manière que les États-Unis, et en particulier Donald Trump, ne sont pas. Cela, je pense, crée une dynamique politique intenable. Et ça ne va pas seulement entraîner la chute de nations individuellement. On le voit déjà. L'Allemagne a une élection très intéressante en février et l'Alternative für Deutschland pourrait gagner. Macron est sous forte pression en ce moment. C'est tentative de manipuler le résultat des élections en empêchant les forces politiques qui ont réellement gagné d'accéder au pouvoir, en essayant de créer des gouvernements minoritaires pour les exclure, échouent. Les premiers ministres tombent les uns après les autres. L'Angleterre est en crise. L'Autriche vient d'élire une figure de la droite. On assiste à une dynamique politique forte. Il y a aussi une dynamique économique, avec des économies nationales qui ralentissent, voire commencent à régresser. Certains parlent même d'un effondrement imminent de l'Allemagne. Mais voici ce qu'il faut retenir de tout ça. Biden a répété à plusieurs reprises, tout comme Blinken et les autres, que l'OTAN n'a jamais été aussi unie. L'OTAN n'a jamais été aussi forte, tout comme l'Union européenne et sa relation avec les États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, on entend les Français dire « Nous allons faire la guerre aux États-Unis s'ils essaient de prendre le Groenland au Danemark. » Si vous êtes si unifiés dans le système OTAN, que signifie cette déclaration de guerre? Et puis, il y a d'autres pays qui ne s'intéressent tout simplement pas à l'OTAN, qui ne peuvent pas remplir leurs obligations vis-à-vis de l'OTAN. L'Allemagne, l'OTAN est plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Et elle est au bord de l'effondrement. Donald Trump n'est pas enclin à rester dans l'OTAN. Et même s'il y aura beaucoup de résistance de la part du Congrès et de l'establishment, il n'y aura pas beaucoup d'opposition si les membres de l'OTAN continuent à faire des déclarations absurdes sur la guerre contre les États-Unis pour le Groenland. La meilleure chose à faire serait de les ignorer et d'attendre. Pourquoi réagir à un tweet? Mais au lieu de ça, il parle de la possibilité de devoir combattre les États-Unis. C'est la fin de l'OTAN. L'Union européenne s'effondre. Si l'AfD gagne en Allemagne, ils ont déjà dit qu'ils se retireraient de l'UMIR. L'effort d'aligner politiquement l'Europe avec l'Ukraine, cette idée d'une grande nation européenne, a échoué. L'Union européenne est une institution morte. Cette guerre en Ukraine va avoir des répercussions bien au-delà du champ de bataille.
Nous assistons à des bouleversements tectoniques drastiques en Europe sur le plan politique. La fin de l'alliance de l'OTAN, le démantèlement ou l'effondrement de l'Union européenne et la réémergence du continent européen, non plus définis par une unité, mais par une multiplicité de nations en compétition. Et un dernier point, rapide. La Russie et la Chine se sont renforcées à cause des réactions américaines et européennes contre la Russie. Leur relation est plus forte que jamais. Leurs économies se sont adaptées. Elles se portent très bien. Et l'un des moyens par lesquels elles manifestent cette nouvelle force, c'est à travers les BRICS. La Russie a récemment accueilli les BRICS à Kazan lors d'une réunion très réussie. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça, car ceux qui suivent l'actualité veulent des résultats instantanés. Ils veulent planter une graine, arroser, et hop, le haricot magique pousse. Ils ne comprennent pas que ça doit réellement croître. Ce qu'il faut surveiller, et là ça concerne la Chine. Qu'est-ce qui vient de se passer? L'Indonésie est devenue un membre à part entière des BRICS. La Malaisie et la Thaïlande veulent rejoindre l'organisation et tout indique qu'elles seront acceptées. C'est l'Asie du Sud-Est. Oui, mais les États-Unis, c'est une autre région où les États-Unis pensent jouer un rôle dominant. L'ASEAN est une organisation que les États-Unis aiment croire sous leur influence. Mais si l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande rejoignent les BRICS, alors l'ASEAN ne sera plus l'acteur dominant. Les BRICS vont prendre le dessus. Et regarde ce qui va arriver aux Philippines. Elles ne vont pas rester isolées. Je pense que les Philippines vont suivre. Et ce sera la fin de la position américaine dans le Pacifique, tout au bénéfice de la Chine. Les conséquences de cette guerre en Ukraine se répercutent donc à l'échelle mondiale. Oui, à 100%. L'Indonésie, en termes de PIB à parité en pouvoir d'achat, est la 4e économie mondiale. Enfin, pas en termes réels, plutôt la 7e. Mais elle a une importance immense. Elle est déjà très proche de la Chine économiquement. Toute la stratégie américaine contre la Russie et la Chine a été de créer des alliances comme l'OTAN, de l'élargir, de la renforcer, de battre la Russie en Asie. Si ce n'est pas dans le Pacifique, alors réunir tous les pays possibles. Japon, Corée du Sud, Philippines, tout le monde, pour vaincre la Chine ensemble. Mais tout cela s'effondre complètement. Et si, ou plutôt quand, la Russie vaincra l'Ukraine, que ce soit par une défaite totale ou par un arrêt du conflit avant une catastrophe absolue, peu importe comment et quand cela s'arrêtera. Ce plan, cette stratégie, si on peut appeler ça ainsi, va s'écrouler totalement. Car l'OTAN sera encore plus divisée, plus désorganisée, et elle n'aura plus de direction. Où ira-t-elle après ça? Que fera-t-elle? Et avec la Chine, la montée des BRICS, c'est tout ce que tu as mentionné, Scott. On observe la même dynamique. Une défaite en Ukraine va bouleverser toute la donne et accélérer ce phénomène encore plus. Car, comment le reste du monde peut-il interpréter cela autrement que par « nous devons faire pareil ». La majorité des pays vont voir cela comme un signal pour s'émanciper de l'unipolarité américaine. Car regardez ce qui est arrivé à l'Ukraine. Cela pourrait être n'importe quel autre pays que les États-Unis jugeraient utile
pour mener une guerre contre la Russie ou contre la Chine. Ces forces spéciales américaines qui parlent de se préparer à la guerre contre la Russie et la Chine, comment comptent-elles s'y prendre? Elles vont faire exactement comme en Ukraine. Infiltrer le pays, établir des liens avec le gouvernement, aider à former des armées, financer et fournir des armes, puis déclencher une guerre. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. Sauf que ce modèle est totalement désastreux quand l'adversaire est la Russie et la Chine, car ces pays savent se défendre et ont la capacité de riposter. Non, nous sommes en train d'entrer dans un tout nouveau paradigme. Cela dit, Trump... Je ne suis pas censé lire vos commentaires, mais parfois j'en attrape un au vol. Quelqu'un a dit, Scott Ritter pense que Trump est un grand penseur, parce que j'ai suggéré qu'il pourrait avoir une stratégie, une vision ou une manière de faire. Je ne pense pas que Trump soit un simplet. Je pense qu'il cherche parfois des solutions simples, parce qu'elles génèrent moins de friction, sont plus faciles à mettre en place, etc. Mais je pense aussi qu'il est capable de comprendre des problèmes complexes. Et ce que tu viens de décrire, Danny, à propos des avantages de la Chine, etc., tout repose sur l'idée que les États-Unis laissent l'OTAN et l'Union européenne s'effondrer et devenir du goudron fraîchement posé. Pour reprendre l'ancienne fable de Brer Rabbit, cette chose collante qui piège et dont on ne peut plus se débarrasser. Trump ne veut pas jouer à ce jeu-là. Il veut se désengager de l'Ukraine et rejeter la faute sur tout le monde sauf lui. Ensuite, il cherche à redéfinir la relation avec la Chine. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais la Chine est derrière certaines décisions et déclarations de Trump, comme sa volonté d'acquérir le Groenland ou le canal de Panama. Ces idées reposent sur de mauvaises informations. Non, l'armée chinoise n'est pas présente dans le canal de Panama. Ce sont des entreprises de gestion basées à Hong Kong qui contrôlent les opérations. Mais Trump considère cela comme une menace. Il pense que la Chine influence le Groenland. Pourtant, il y a quelques années, Pékin a tenté d'y investir dans des mines, mais ses projets semblent vaciller. En réalité, l'influence chinoise là-bas est bien plus limitée que ce que l'on croit. Mais Trump s'imagine qu'elle pourrait s'intensifier. Ce qu'il veut, c'est créer une Amérique forteresse, qui restreindrait l'influence et les opérations chinoises. Il cherche à redéfinir comment l'Amérique va rivaliser économiquement. Trump ne veut pas simplement s'enliser dans une alliance trop étroite avec l'OTAN et l'Union européenne, au risque de sombrer avec elles dans leur chaos et leur effondrement.